mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des pièces à conviction de l'affaire Dorval, conservées au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ont été volées. L'annonce en a été faite par les autorités judiciaires. Le protecteur du citoyen, maître Renan Hédouville, plaide en faveur de la mise en place d'un plan réel de démantèlement des gangs armés. Selon lui, la situation sécuritaire est préoccupante dans le pays, notamment la prolifération des gangs. Des facteurs principalement internationaux, comme la baisse du commerce des importations ou la hausse des transferts, peuvent expliquer l'appréciation de la gourde par rapport au dollar, selon l'économiste Joseph Harold Pierre. Nouveau rebondissement dans l'affaire Montferrier-Dorval. Cette fois, ce sont des pièces à conviction conservées au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui ont été volées. Selon les autorités judiciaires, le téléphone du défunt bâtonnier est toujours sous le contrôle des autorités judiciaires. Tenant compte des vols récurrents au tribunal, les responsables de la police judiciaire avaient recommandé que le téléphone du feu bâtonnier soit à garder en lieu sûr. Les disparitions de corps du délit au greffe du tribunal sont récurrentes. Lors de ce dernier cambriolage, 2 tiroirs contenant les pièces ont été détruits. Selon les autorités, il n'y a pas de système de surveillance audiovisuelle au tribunal de Port-au-Prince, la plus importante juridiction du pays. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince se dit consterné par la disparition suite à un cambriolage au greffe pénal du tribunal de première instance du dossier relatif à l'assassinat du bâtonnier Montferrier-Dorval. En conférence de presse ce mercredi, la bâtonnière Suzy Legros a exigé l'ouverture d'une enquête. Il n'y a pas eu de bris de serrure. La porte n'a pas été forcée. Le Conseil est interpellé par la facilité avec laquelle les corps du délit ont disparu et constate l'absence totale de mesures pour sécuriser le dossier. Les juges et les greffiers ne devraient pas avoir la mémoire courte. La disparition des pièces à conviction est un fait récurrent dans les assassinats de grandes figures de la société dont la voix s'élevait pour éclairer et servir. Dès qu'un dossier pénal à caractère emblématique se trouve au greffe pénal, la porte est ouverte et le dossier disparaît. Le Conseil n'acceptera pas la loi de l'omerta. Il est évident qu'un simulacre de procès est en train de se planifier et cette mascarade se déroule avec la complicité des acteurs du système judiciaire même. Ceux qui ont assassiné M. Dorval œuvrent à corrompre l'intégrité du processus et à assurer que les avocats et la société ne reçoivent pas la justice effective qu'ils réclament. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution et par la loi. Ce droit à la justice ne peut être exercé lorsque l'impunité est orchestrée dès le début de l'enquête. Sans preuve, le droit est désarmé. Nous espérions des autres acteurs du système judiciaire, les greffiers, juges, commissaires du gouvernement, non pas une partialité parce qu'un professionnel de la justice comme eux a été lâchement abattu, mais l'accomplissement consciencieux de leur devoir. Nous savons que le temps est notre pire ennemi. Il faut agir avec la plus grande diligence. Il revient au CSPJ de créer les conditions nécessaires à la réalisation de la justice. Nous exigeons en conséquence que des mesures soient prises afin de diligenter une enquête pour établir les responsabilités concernant la disparition des pièces du dossier. Cet incident justifie encore plus la demande faite par le Conseil
au président de la République de constituer une commission d'enquête internationale. Un plan réel de démantèlement des gangs armés est nécessaire pour le rétablissement de la sécurité en Haïti, selon le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, qui réagissait au communiqué du BINU sur la situation sécuritaire préoccupante dans le pays. D'autres défenseurs des droits humains, interrogés par Métropole, saluent la position de l'ONU. Selon eux, l'Organisation mondiale s'est rendue compte qu'elle s'était trompée en ce qui concerne l'impact de la fédération des gangs. L'économiste Joseph Harold Pierre explique l'appréciation de la gourde par rapport au dollar par des facteurs principalement internationaux comme la baisse du commerce des importations ou la hausse des transferts. Toutefois, les fondamentaux économiques du pays restent mauvais, selon lui, et la confiance envers les autorités et en l'État est faible et encourage la spéculation plus que l'investissement. Pourquoi la gourde s'est appréciée? La gourde s'est appréciée, suivant l'étude que j'ai menée, suivant 3 facteurs. Tout d'abord, il y a cet affaiblissement considérable du commerce international. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Haïti au niveau du commerce international? On importe continuellement alors qu'on exporte presque rien. Donc, comme les importations augmentent, la balance commerciale, c'est simple, c'est exportation moins importation. Donc, le positif se réduit alors que le négatif augmente. Donc, le résultat final, c'est que la balance commerciale a continué d'augmenter. Donc, c'est ça la situation. Maintenant, le commerce international s'est réduit, tout naturellement, les importations se sont réduites, le résultat, c'est que le commerce international, la balance commerciale, le déficit du balance commercial s'est réduit. Donc, c'est un premier facteur. Un second facteur important, la Banque centrale a injecté des dollars sur le marché. Donc, ça aussi fait que le dollar, maintenant, soit beaucoup plus disponible qu'avant. Donc, c'est aussi un autre facteur qui a réduit la pression sur la gourde. Et aussi, un troisième facteur, c'est les transferts de la diaspora. À la différence d'autres pays, comme il y a des pays en Amérique latine où les transferts de la diaspora se sont réduits d'un tiers. En République dominicaine, c'est 33%, c'est un tiers, exactement un tiers, à cause de la Covid. Mais en Haïti, on avait même, suivant les pronostics, on avait pensé qu'en Haïti, on allait avoir une réduction d'environ 15%. Mais alors que cette réduction n'a été que de 3% en Haïti. Donc, ceci dit que les transferts de la diaspora ont aussi contribué à maintenir, à faire en sorte que la gourde se soit appréciée. Normalement, je dois préciser aussi que la forte dévaluation que nous avons eue dont le pic était de 124 gourdes pour $1, n'était pas due aux fondamentaux économiques, mais pour une large part à une sorte de ce que j'appelle spéculation. Mais même si il y a en quelque sorte une explication économique, mais aussi une explication du point de vue spéculatif. Comment on est capable de une stabilité qui mette le monde confortable? Bon, monsieur qui prend déjà, BRH prend une mesure qui est assez intéressante, c'est un petit peu contrôler la circulation de dollar dans l'économie. On passe ça bien, et ça c'est une première mesure. Mesure ça ligne pour avec tout, pour tout prix, et toute transaction faite en gourde, ça le positif tout. Alors qu'on y est là. C'est ça, il dit, est-ce que vous avez fait respecter? Est-ce que l'État a l'autorité pour faire respecter ces décisions? Ça, c'est l'autre bagaille. Ensuite, quand il y a un autre bagaille qui peut faire, il faut que le ministère des Finances commence à penser politique qui est anticyclique au lieu de procyclique. Politique, budget cap, aider dans l'évaluation gourde. Il faut que commence à penser ça. Je pense que mesures ça réellement capable d'aider, éviter une dévaluation en chute libre de la gourde. Il faut que l'État, indirectement, il faut que l'État commence à faire au coin dans le lit pour éviter la spéculation. Parce que depuis l'État n'a pas qu'à faire au coin dans le lit, a toujours une méfiance, a toujours une spéculation. Ouais, ça. Et troisième facteur, question de spéculation, ça, son barrage à long terme pour l'État, commencer à établir autorité, commencer à travailler question de transparence pour y coin dans l'autorité de l'État.
Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et universels. Les auteurs, co-auteurs et complices peuvent être poursuivis dans plusieurs pays de la planète selon les experts de l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité en Haïti, OHCCH. Énumérant les types de crimes contre l'humanité, les professionnels du droit, maître Mario Joseph et maître Sonnet Saint-Louis, ont invité les potentielles victimes à porter plainte pour aider à constituer des dossiers pour pourvoir en justice contre les présumés coupables de tels actes. Mais dans la foulée, une ancienne victime, sous le règne du valliériste Robert Duval, a ému la salle en témoignant de son histoire. Maître Mario Joseph et Maître Sonnet Saint-Louis ont fait cette déclaration mercredi lors du lancement de l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité en Haïti. Un reportage signé Jean-Jules Desauguste. Tout ça inhumé qui fait pendant une attaque généralisée. La mission de l'Observatoire des crimes contre l'humanité en Haïti, l'OHCCH, est de lutter pour l'établissement de l'état de droit démocratique. Son principal objectif est d'œuvrer à la condamnation des auteurs et complices des actes perpétrés dans la société haïtienne, considérés comme des crimes contre l'humanité. La saline, c'est un crime contre l'humanité. C'est un terroriste d'État. Parce que toute incrimination qui fait, infraction qui fait, tant coup assassinat, fait moun disparaître, forcer le quitter zone côté de viols collectifs, de viols individuels, et les bagailles ça a visé un groupe de moun, c'est que moun la saline, ou bien un groupe de religion, ou bien un groupe politique, et bien on les crimes contre l'humanité. Et crimes ça yo pas prescrit. Les crimes contre l'humanité ne sont pas seulement des crimes de guerre ni des génocides, c'est-à-dire des meurtres des membres d'une population inoffensive, selon les membres de l'Observatoire haïtien de crimes contre l'humanité en Haïti, l'OHCCH. En ce sens, c'est maître Sonnet Saint-Louis qui revient à la charge. Ce n'est pas seulement le caractère massif de l'opération criminelle. Ça veut dire un seul crime qui doit commettre dans le contexte général de violence et de persécution, et puis on considère comme un crime contre l'humanité. Plus tard, au cours de la cérémonie de lancement de l'Observatoire, le témoignage d'une ancienne victime du régime des Duvaliers a surpris toute l'assistance. Plus de 40 ans après avoir passé 8 mois à Fort-Dimanche, Robert Duval se souvient de l'enfer qu'il y a vécu. Et aujourd'hui encore, reste les meilleurs porteurs. Sous dernière exécution qui était faite, qui était Marie-Thérèse Féval, avec Ronald Duchemin, avec un paquet d'autres camarades que j'étais pris à l'époque, ça a fait mettre tout cagoule dans tes tout, ou sorti dehors, et puis pour boire baseball, et puis pour boire un coup de nuque, et puis c'est comme ça, il y a la go dans Bayaon. Mac mourir, pas jamais oublier. Ben ça, c'est pour ça dans la vie, toujours à lutter pour qu'au système comme ça, pas jamais vous prendre pied dans le pays ici. Pour éviter une récidive au sein de la société, l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité en Haïti, l'OHCCH, souhaite mettre l'action publique nationale et internationale en mouvement pour prévenir et guérir. Commémoration des 10 ans de l'introduction du choléra en Haïti. À cette occasion, une rencontre d'échange s'est tenue ce mercredi entre des responsables de l'ONH Avocats sans frontières Canada, le protecteur du citoyen, et des victimes du choléra. L'objectif était de discuter de la nécessité pour les victimes d'être au cœur de tous les processus décisionnels les concernant et réclamer la mise en place de mesures d'assistance axées sur leurs besoins, priorités et droits. Suivez les explications de Pascal Paradis, directeur de Avocats sans frontières, une ONG canadienne. Cette catastrophe de ce désastre qui a duré et qui dure encore parce que les victimes continuent à en souffrir les conséquences, les impacts qui nous ont été rapportés. Il y a eu des témoignages aujourd'hui de plusieurs victimes qui nous ont parlé de ce qui s'est passé il y a quelques années et de ce qui continue à se passer, tant sur le plan physique que psychologique, qu'économique, que social. Donc il y a toujours des impacts. Il y a eu aujourd'hui de nombreux appels
Plusieurs ont souligné que la pandémie de COVID-19 rend d'autant plus pertinente la discussion sur le choléra en Haïti, parce que nous sommes solidaires maintenant partout dans le monde de ce qui a été subi, de ce qu'ont été les souffrances en Haïti avec l'épidémie, et aussi parce qu'il y a des leçons à en tirer pour l'ensemble du monde. Qu'Haïti, maintenant, peut partager des leçons sur la façon de faire face à une telle catastrophe et les façons de la surmonter. Il y a eu aussi des appels à ce qu'on n'oublie pas les victimes, qui sont toujours en attente de mesures d'assistance, notamment de mesures d'assistance individuelle qui seraient complémentaires aux mesures d'assistance collective qui sont mises sur pied actuellement. Et à la fin, donc, nous avons eu un appel très clair, très lucide de la part de M. le protecteur du citoyen d'Haïti, qui appelle à la collaboration de tous les intervenants dans cet effort pour surmonter les impacts du choléra, qui a rappelé donc qu'il y a des obligations internationales qui s'appliquent pour tous les acteurs dans ce dossier-là et qui appelle donc lui-même à des mesures d'aide individuelle pour les victimes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.